La salle d'audience était plongée dans un silence presque irréel, seulement troublé par le claquement sec de chaussures coûteuses sur le sol en marbre. Chloé Vance était assise seule à une longue table en bois, les mains jointes sur ses genoux, son alliance captant encore la lumière froide des néons au plafond. En face, de l'autre côté de l'allée, son mari Stéphane Mercier était affalé sur sa chaise, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Son avocat se pencha vers lui pour lui murmurer quelque chose, et Stéphane éclata d'un rire assez fort pour que Chloé l'entende, mais suffisamment contenu pour éviter un rappel à l'ordre du juge. La gorge de Chloé se serra. Elle n'avait personne à ses côtés. Pas d'avocat. Pas de défenseur. Pas de voix. Stéphane avait veillé à cela. Il avait gelé tous les comptes à son nom, changé les serrures du masque qu'il partageait depuis 8 ans, annulé ses cartes bancaires et répété à qui voulait l'entendre qu'elle était instable, sans emploi, indigne. Mais ce que Stéphane ignorait, c'est que Chloé n'avait jamais été vraiment seule. À des centaines de kilomètres de là, dans une maison sécurisée dissimulée au cœur des forêts du Morvan, son frère Lucas Vance, commando des forces spéciales de la marine avec 20 années d'opérations classifiées derrière lui, montait patiemment un dossier destiné à réduire en cendres l'empire de Stéphane. Et dans un cabinet d'avocats discret de Bordeaux, une femme aux cheveux argentés nommée Monique Vance montait dans un TGV en direction de Lyon, une serviette remplie de documents capables de tout faire basculer. C'est l'histoire d'une femme moquée, dépouillée de tout, laissée seule devant un juge avec pour seule arme la vérité. Et l'histoire d'une famille sortie de l'ombre pour s'assurer que cette vérité suffise. Le tribunal judiciaire de Lyon se dressait comme une forteresse de pierres grises et de verre, dominant les rues en contrebas avec le poids de 1000 promesses brisées. À l'intérieur, l'air était froid, recyclé sans âme par des bouches d'aération au bourdonnement mécanique. La salle d'audience 6 se trouvait au bout d'un couloir bordé de bancs en bois où des silhouettes au regard vide attendaient, certaines serrant des mouchoirs, d'autres fixant leur téléphone à la recherche de réponses qui ne viendraient pas. Chloé avait parcouru ce couloir 3 fois au cours des 2 dernières semaines, et chaque passage l'avait rapetissé un peu plus. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui avait lieu l'audience finale. La juge, une femme sévère de la fin de la soixantaine nommée Madame la juge Marie-Thérèse Dubois, siégeait en hauteur derrière son imposant bureau, ses lunettes de lecture posées sur l'arête de son nez tandis qu'elle parcourait le dossier. Elle avait vu des centaines de divorces, peut-être des milliers. La plupart se terminaient de la même manière, l'un blessé, l'autre convaincu d'avoir gagné, et tous deux repartant avec des cicatrices durables. Pourtant, quelque chose dans cette affaire la troublait sans qu'elle puisse encore mettre le doigt dessus. Chloé Vance était assise à la table de la défenderesse, le dos droit, les mains posées calmement devant elle. Elle portait une robe bleu marine simple, l'un des rares vêtements qu'elle avait pu emporter lorsque Stéphane avait changé les serrures. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon bas. Son visage était pâle, mais son regard restait ferme. Elle avait appris très tôt, grâce à une mère qu'elle connaissait à peine, que la dignité était une arme. Même lorsque tout s'effondre, si l'on garde la colonne droite et le regard stable, on peut survivre. En face, Stéphane Mercier semblait déjà victorieux. À 43 ans, grand, large d'épaules, il affichait l'apparence lisse de ceux qui vivent de coach personnel, de costumes sur mesure et de l'argent des autres. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés en arrière, ses boutons de manchette dorés étincelaient, et son sourire était aussi tranchant qu'une lame. À ses côtés se trouvait son avocat, Nicolas Delcourt, un homme dont la réputation au tribunal familial reposait sur la brutalité et l'efficacité. Delcourt était connu pour écraser ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Et Chloé, sans avocat et sans ressources, était exactement le genre de proie qu'il affectionnait. Stéphane se pencha vers Delcourt et lui souffla quelques mots. Delcourt esquissa un rictus. Chloé n'avait pas besoin d'entendre pour savoir qu'il parlait d'elle. La juge Dubois releva la tête et se racla la gorge. « Nous sommes réunis aujourd'hui dans l'affaire Vance contre Mercier », déclara-t-elle. Audience finale concernant la dissolution du mariage, le partage des biens, et la propriété contestée d'un bien immobilier et d'un animal. Elle fronça légèrement les sourcils en lisant. Un berger allemand nommé Ranger. La poitrine de Chloé se serra. Ranger. Son chien. Son compagnon. Le seul être vivant qui lui était resté fidèle quand tout le reste lui avait été arraché. L'avocat de Stéphane se leva, boutonnant sa veste avec une précision théâtrale. « Madame la juge », commença Delcourt d'une voix suave, « mon client a fait preuve d'une grande générosité tout au long de cette procédure.
il a proposé à Madame Vance un accord comprenant un hébergement temporaire et une compensation financière modeste. Il marqua une pause. Pourtant, elle a refusé toute proposition raisonnable et persiste à formuler des accusations infondées concernant la moralité et la gestion financière de mon client. De plus, Madame Vance n'a pas jugé utile de se faire représenter, ce qui témoigne soit d'un manque de sérieux, soit d'une incapacité à étayer ses propos. Stéphane acquiesça, affichant une compassion factice. La juge tourna les yeux vers Chloé. « Madame Vance, est-il exact que vous vous représentez seule ?» Chloé se leva lentement. Ses mains étaient stables, mais son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. « Oui, Madame la juge. »« Et pour quelle raison ?» Chloé hésita. Elle sentait le regard de Stéphane, entendait son ricanement étouffé. « Parce que mon mari a gelé tous nos comptes communs. Il m'a expulsé de notre masse. Il a annulé mes cartes bancaires. Il s'est assuré que je n'ai aucun moyen de payer un avocat. » Delcourt ricana. « C'est une interprétation grossièrement erronée. » « Je n'ai pas terminé, » coupa Chloé, sa voix fendant la salle comme une lame. Un silence total s'abattit. La juge leva un sourcil. « Continuez. » Chloé inspira profondément. « Il a également falsifié ma signature sur des documents afin de transférer la propriété de notre maison à son seul nom. Il a fait de même pour les papiers de rangée. Et il dissimule des avoirs sur des comptes offshore depuis des années. » Le sourire de Stéphane vacilla une fraction de seconde. « Assez pour être vu. » « Ce sont des accusations graves sans la moindre preuve, » répliqua Delcourt. Madame Vance est manifestement désespérée. « Avez-vous des preuves ?» demanda la juge. Les mains de Chloé tremblèrent. « Pas sur moi. Mais elles existent. » Stéphane éclata de rire, cette fois sans retenue. « C'est ridicule. Elle n'a rien. Pas d'avocat. Pas de preuves. Pas de dossier. » La mâchoire de la juge se crispa. « Monsieur Mercier, vous vous tairez. » Le sourire de Stéphane revint, glacé. Chloé se rassit, agrippant le bord de la table. Le poids de la pièce l'écrasait. Elle n'avait rien, hormis sa parole. Pourtant, 3 jours plus tôt, elle avait reçu un message d'un numéro inconnu. « J'arrive. » Tiens bon. Elle connaissait le ton. C'était Lucas. Lucas Vance avait connu pire. Il avait essuyé des tirs, été traqué, survécu derrière des lignes ennemies dans des endroits qui n'existent sur aucune carte officielle. Mais cette mission-ci était personnelle. Assis dans la pénombre de sa planque en Bourgogne, entouré de photos, de relevés bancaires et de fils rouges reliant nom et date, Lucas travaillait sans relâche. À ses côtés, un téléphone jetable, un café noir à moitié froid, et une photo de Chloé prise 10 ans plus tôt. Quand Chloé l'avait appelé 6 mois auparavant, brisé, Lucas avait su quoi faire. Il avait remonté les flux financiers de Stéphane à travers le Luxembourg, Monaco, Genève. Évasion fiscale. Blanchiment. Faux. Tout était là. Et quand le moment fut venu, il appela un numéro qu'il n'avait pas composé depuis 15 ans. Maman, c'est moi. Dans le TGV Bordeaux-Lyon, Monique Vance parcourait le dossier. Elle n'avait pas été là autrefois. Elle le serait maintenant. De retour dans la salle d'audience, au moment où la juge s'apprêtait à conclure, les portes s'ouvrirent brusquement. « Madame la juge, » dit une voix calme et ferme, « je représente Madame Chloé Vance. » La salle se figea point et la salle d'audience resta figée pendant plusieurs secondes. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Le sourire de Stéphane Mercier s'était effacé comme s'il n'avait jamais existé. Son avocat, Nicolas Delcourt, se leva brusquement, le visage pâle. « Madame la juge, » protesta-t-il, « cette intervention est totalement irrégulière. Madame Vance est-elle seulement inscrite au barreau compétent ?» La juge Marie-Thérèse Dubois leva les yeux, son regard devenu plus dur. « Maître, » répondit-elle, « laissez la parole à cette personne. » Monique Vance ouvrit calmement sa serviette en cuir et en sortit un document qu'elle remit directement au greffe. « Je suis inscrite au barreau de Paris, Lyon et Bordeaux, » déclara-t-elle d'une voix posée. « J'ai déposé ce matin même une requête d'urgence afin d'intervenir comme conseil officiel de Madame Chloé Vance. » La juge parcourut rapidement le document, puis hocha la tête. « Requête acceptée.
Vous pouvez poursuivre, maître Vance. Un murmure parcourut la salle. Stéphane se pencha vers Delcourt. C'est qui, bordel? Murmura-t-il. Delcourt avala difficilement sa salive. C'est Monique Vance, une pointure. Une légende. La mâchoire de Stéphane se crispa. Monique s'approcha de la table de la défenderesse et posa sa serviette à côté de Chloé. Elle ne la regarda pas immédiatement. Elle posa simplement une main sur son épaule. Chloé sentit ses yeux se remplir de larmes. Monique se tourna vers la juge. Madame la juge, je vous prie d'excuser mon arrivée tardive. Mais ce que je m'apprête à présenter justifie pleinement ce retard. Elle ouvrit sa serviette et en sortit une épaisse liasse de documents. Depuis 6 mois, mon fils, Lucas Vance, frère de Madame Vance, a mené une enquête approfondie sur la conduite financière et juridique de Monsieur Mercier. Ce que nous avons découvert dépasse largement un simple conflit conjugal. Stéphane se leva d'un bond. C'est n'importe quoi. Asseyez-vous, Monsieur Mercier, coupa la juge. Monique poursuivit, imperturbable. Il s'agit d'un schéma structuré de fraude, de faux et d'abus financiers s'étalant sur près de 10 ans. Monsieur Mercier a dissimulé des actifs sur des comptes offshore au Luxembourg, à Monaco et en Suisse, a pratiqué l'évasion fiscale à grande échelle et a falsifié la signature de ma fille sur plusieurs documents légaux, notamment l'acte de propriété du mas conjugal et les papiers d'identification du chien. Delcourt bondit de sa chaise. Ce sont des accusations diffamatoires. Des faits documentés, corrigea Monique sans élever la voix. Elle se tourna vers le fond de la salle. Et l'homme qui les a documentés est présent pour témoigner. Les portes s'ouvrirent à nouveau. Un homme entra. Grand, massif, avançant avec la précision contrôlée de quelqu'un formé pour les situations extrêmes. Lucas Vance. Chloé inspira brusquement. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois depuis 6 ans, Lucas sourit. Un vrai sourire. Madame la juge, dit Monique, voici mon fils, Lucas Vance. Ancien commando des forces spéciales de la marine. Il a consacré les 6 derniers mois à réunir les preuves que je viens d'évoquer. Lucas s'avança et posa un dossier en cuir sur le bureau de la juge. Celle-ci l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent au fil des pages. Relevé bancaire. Virement. Courriel. Enregistrement téléphonique. Son expression passa de la surprise au dégoût. Maître Delcourt, dit-elle lentement, votre client a-t-il une explication concernant ses comptes offshore? Delcourt balbutia. Je n'en avais pas connaissance. Et concernant les signatures falsifiées? Stéphane se leva de nouveau, la voix tremblante de rage. C'est un montage. Asseyez-vous, dit la juge d'une voix glaciale. Monique s'avança d'un pas. Nous sommes également en mesure de présenter le témoignage d'un expert comptable judiciaire, d'un graphologue et de 3 anciens employés de Monsieur Mercier, prêts à témoigner sous serment. Elle marqua une pause. Mais ce n'est pas tout. Lucas sortit une clé USB et la remit au greffier. Cette vidéo provient du système de surveillance du domicile conjugal. Elle montre Monsieur Mercier enfermant le chien de ma sœur, rangé, dans une cage au sous-sol et la menaçant verbalement. Le visage de la juge se durcit. Lancez la vidéo. La salle regarda en silence. La voix de Stéphane résonna dans les haut-parleurs. Voilà ce qui arrive quand on ne connaît pas sa place. Les gémissements de rangée emplirent la pièce. Chloé porta la main à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Lorsque la vidéo prit fin, la juge retira ses lunettes et fixa Stéphane avec un profond mépris. Monsieur Mercier, dit-elle calmement, en 23 ans de carrière, j'ai vu des menteurs, des manipulateurs et des abuseurs. Vous figurez parmi les pires. Elle frappa son marteau. J'ordonne le gel immédiat de l'ensemble de vos comptes. J'attribue la pleine propriété du mas à Madame Chloé Vance. La garde exclusive du chien rangé lui est également accordée. Une ordonnance d'éloignement est prononcée. Cette affaire est transmise au parquet national financier. L'audience est levée. La salle explosa en agitation. Stéphane fut entraîné hors de la pièce. Il se retourna une dernière fois vers Chloé. Ce n'est pas fini, cracha-t-il. Lucas s'interposa. Si.
ça les poings dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, Chloé resta immobile, les mains tremblantes, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui briser la poitrine. Elle avait gagné. Elle avait vraiment gagné. Mais plus encore, elle n'était plus seule. Lucas se tenait à côté d'elle, les bras croisés, le regard balayant le couloir comme s'il était encore en opération. Les habitudes ne disparaissent pas. Et devant elle, pour la première fois depuis plus de 10 ans, se trouvait sa mère. Monique gardait un visage composé, presque professionnel, mais ses yeux brillaient. « Chloé » dit-elle doucement. Chloé ne sut pas quoi répondre. Il y avait trop d'années. Trop de mots restaient coincés. Alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle avança et entoura sa mère de ses bras. Monique la serra fort, son menton posé sur la tête de sa fille. Et pendant un instant, le reste du monde cessa d'exister. « Je suis désolée » murmura Monique. Tellement désolée de ne pas avoir été là. « Tu es là maintenant » répondit Chloé, la voix brisée. « C'est tout ce qui compte. » Lucas se racla la gorge, comme pour cacher que ses propres yeux étaient humides. « Bon, grogna-t-il, on sort d'ici avant que la presse nous tombe dessus. » Ils quittèrent le tribunal ensemble, traversant les couloirs, dépassant les avocats, les greffiers, les inconnus qui ne comprendraient jamais le poids réel de ce qui venait de se jouer. À la sortie, l'air était froid et sec. La ville bourdonnait autour d'eux, indifférente et vivante. Chloé s'arrêta sur les marches du tribunal et leva les yeux vers le ciel. Elle prit une grande inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, ça ne faisait pas mal. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Où est-ce qu'on va » Lucas esquissa un sourire. « D'abord, on va récupérer ton chien. » Chloé laissa échapper un vrai rire, un rire entier, comme une lumière qui perce enfin les nuages. « Et ensuite » demanda-t-elle. Monique sourit, simplement. Ensuite, on rentra à la maison. Et ils le firent. 3 semaines plus tard, Chloé était assise sur le petit porche du mas qui était désormais légalement et incontestablement à elle. À ses pieds, Rangé était couché, la tête posée sur ses genoux, la queue frappant doucement les lattes de bois. La maison avait été nettoyée. Les serrures avaient été changées. Et chaque trace de Stéphane Mercier avait été effacée. Lucas était resté 2 semaines. Il s'était assuré que Chloé était en sécurité, l'avait aidé à ouvrir de nouveaux comptes, à mettre en place de nouvelles protections, de nouvelles habitudes. Il avait même fait d'installer un système d'alarme dernier cri. Les vieux réflexes ont la vie dure, avait-il dit. Et je ne prends aucun risque. Monique était restée aussi. Elle avait pris un congé au cabinet pour être là. Pour cuisiner, pour s'asseoir avec Chloé le soir, pour reconstruire ce qui avait été brisé. Elles avaient parlé du passé, de la douleur, des années perdues. Lentement. Prudemment. Elles avaient commencé à guérir. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les toits, Monique s'assit près de Chloé sur le porche. « Tu sais, dit-elle doucement, j'ai passé ma vie à me battre pour des inconnus. À gagner des affaires, à faire bouger des règles, et je me répétais que ça comptait. » Elle marqua une pause. « Mais j'ai raté la personne qui comptait le plus. » Chloé tendit la main et serra celle de sa mère. « Tu es là maintenant, répéta-t-elle. Et ça suffit. » Monique resserra ses doigts. « Je ne raterai plus rien, promit-elle. » Chloé la crut. Parce que certaines promesses, une fois brisées, se reconstruisent plus solides qu'avant. 4 semaines après l'audience, Stéphane Mercier fut arrêté. Des enquêteurs de la police judiciaire, avec une procédure transmise par le parquet national financier, perquisitionnèrent ses bureaux, saisirent ses comptes, et retinrent contre lui des faits de fraude, de blanchiment et de fraude fiscale. Son visage se retrouva partout dans les médias. Son entreprise s'effondra. Sa réputation fut détruite. Il passerait les années suivantes en prison. Et Chloé ne le reverrait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Parce qu'elle avait déjà gagné la seule victoire qui comptait. Elle avait récupéré sa vie. Elle avait récupéré sa maison. Elle avait récupéré son chien. Et elle avait récupéré sa famille. Un samedi matin calme, 6 mois après le procès, Chloé était debout dans sa cuisine, préparant du café. Rangé était allongé à ses pieds, la queue remuant paresseusement.
Une lumière dorée entrait par la fenêtre. Son téléphone vibra. Un message de Lucas. Déployé de nouveau. Retour dans 4 mois. Reste prudente. Je t'aime. Chloé sourit et répondit. Moi aussi. Reviens sain et sauf. Un autre message arriva, cette fois de sa mère. Dîner ce soir. Je fais ton plat préféré. La poitrine de Chloé se serra, mais cette fois c'était de chaleur. J'arrive, répondit-elle. Elle posa son téléphone et regarda autour d'elle. C'était calme. Paisible. À elle. On l'avait dépouillée, moquée, humiliée, laissée seule devant un juge avec pour seule arme la vérité. Mais la vérité avait suffi, parce qu'elle n'avait jamais été vraiment seule. Pas vraiment. Son frère veillait dans l'ombre. Sa mère attendait l'appel. Et quand le moment était venu, ils s'étaient levés ensemble et avaient abattu les murs construits pour l'enfermer. Chloé s'approcha de la fenêtre et regarda la rue. Quelque part, dehors, d'autres personnes livraient leur propre bataille, dans leurs propres tribunaux, face à leur propre Stéphane. Et elle espérait. Elle croyait qu'elles trouveraient, elles aussi, leur Lucas, leur Monique. Parce que personne ne devrait avoir à se battre seul, et personne n'est jamais trop perdu pour être retrouvé.